Comme j'ai pu le faire dans le passé, j'ai décidé d'interviewer deux de mes collègues avec lesquels je travaille régulièrement, qui sont spécialistes en psychopédagogie. L'une s'appelle Caroline François. J'ai déjà eu l'occasion de l'interviewer précédemment sur l'enseignement des sciences avec Yannick Le Tao, qui est astrophysicien et qui enseigne dans la même école que nous, que je vais citer dans un instant. Alors, Caroline François donc, enseigne la psychopédagogie. Elle a fait précédemment des études, enfin initialement des études pour enseigner les sciences dans l'enseignement secondaire, puis s'est orientée à l'Université de Liège vers la psychopédagogie. Sur ma gauche, donc à votre droite, Morgane Loubris, qui, elle, a un parcours au fond un petit peu semblable, puisqu'elle a commencé également par prendre une filière destinée à enseigner une discipline en particulier, les sciences économiques, et puis a décidé de se réorienter, ou plutôt de poursuivre en tout cas son cursus, en faisant également des études de psychopédagogie. Caroline François a fait ses études à l'Université de Liège et Morgane Loubris a fait ses études à l'Université de Mons. Voilà, donc nous formons ici un trio issu d'universités différentes, puisque je suis issu moi-même de l'Université de Bruxelles. Il se fait que Morgane a été dans l'établissement où nous trouvons, c'est-à-dire dans le département pédagogique de la Haute École Bruxelles-Brabant, a été à la fois mon étudiante dans le cadre du cours de philosophie et histoire des religions, et surtout, je précise bien, l'étudiante de Caroline François, qui lui a prodigué, ainsi qu'à ses condisciples, toute une série d'enseignements concernant justement la psychopédagogie. Alors, il se fait que le socio-constructivisme, puisque ce sera notre sujet aujourd'hui, le socio-constructivisme en pédagogie, et les deux intervenantes ici vont expliquer rapidement, je crois, pourquoi il y a des parenthèses autour du mot, enfin, la première partie du mot socio-constructivisme. C'est un petit peu, alors je ne sais pas si je vais les choquer, mais pour ceux qui n'enseignent pas la psychopédagogie, c'est un petit peu vécu comme la religion de l'établissement dans lequel nous nous trouvons. Alors, je vous dis, c'est vécu comme tel. Peut-être mes interlocutrices vont-elles réagir à cette notion de religion, d'autant plus que la religion signifie en fait un corpus d'idées, mais ça renvoie aussi peut-être dans ceux qui ne le pratiquent pas, vu de l'extérieur, comme quelque chose qui peut apparaître comme quelque chose peut-être d'un peu doctrinal, voire même un petit peu dogmatique. Donc, dès le départ, je lance donc mes collègues sur cet aspect des choses, en posant une première question à Morgane. Voilà. Alors, Morgane, est-ce que tu pourrais à la fois définir ce que c'est que le socio-constructivisme et d'autre part préciser quelles sont, à tes yeux, les principales caractéristiques de cette conception dans l'apprentissage? Alors, on va commencer par d'abord expliciter tout ce qui recouvre le constructivisme avant de passer au socio-constructivisme qui est sous-jacent à cette conception de l'apprentissage. Alors, le terme constructivisme recouvre différentes théories selon qu'on se place dans le champ de la pédagogie et de la psychologie d'une part. Ce sera le champ qu'on va privatiser ici dans le cadre de cet entretien, ou d'autre part dans le champ de l'épistémologie, de la philosophie, voire de la sociologie. Alors pour l'essentiel, en pédagogie, le constructivisme consiste à dire, sur la base d'observations scientifiques, que justement les concepts s'acquièrent plus facilement, mais aussi plus efficacement, lorsque durant l'apprentissage, l'élève passe par un processus
de reconstruction des savoirs. Reconstruction, c'est pas construction. Donc le mot, le préfixe est important. On peut parler à la fois de construction des savoirs oui. et de reconstruction également, ce que je vais ici tenter d'expliciter. Alors, dans ce postulat, et c'est ce qui aussi définit ses caractéristiques, on explique que l'élève apprend, assimile des informations, s'y accommode, donc s'adapte, par un mécanisme de réorganisation interne. Dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Entendu. Et plus encore au sein des écoles dans l'apprentissage. Entendu, oui. D'accord. Alors, ce mécanisme de réorganisation interne, qu'est-ce qui sous-tend? Eh bien, il sous-tend que l'étudiant arrive à l'école forgé d'expériences, des expériences qui découlent de sa recherche sur Internet, des informations véhiculées par les médias, ou encore de ses échanges avec sa famille, ses condisciples, qui vont forger en fait chez lui des a priori sur des idées préconçues, des préjugés, des préconceptions. Oui. On va utiliser le jargon qui oui, qui est le vôtre, d'accord. Qui est le nôtre, des préconceptions en fait sur le savoir qui sera travaillé dans le cadre de la classe. D'accord? Donc c'est à l'enseignant ici justement d'amener l'élève à opérer cette reconstruction du savoir, c'est-à-dire à le placer dans une situation de recherche, de mise en recherche, de le confronter face à des situations de problème, on appelle ça communément des situations de problème, qui seront faites d'hypothèses, de questionnements. À partir de représentations. À partir, voilà, de situations de problème, on parle de situations de problème, qui vont l'amener dans cette posture de questionnement, oui. de recherche, justement, d'erreurs et de conflits, justement, par rapport à ce qu'il avait en tête et par rapport à ce qu'on nous propose. Est-ce que toi ou ma voisine, donc Caroline, pourrait expliquer ce que, en pédagogie ou en psychopédagogie, on entend par erreur? Parce que je sais que ma voisine fait la distinction, et j'imagine ses collègues aussi, entre erreur, faute. Je crois que ça mérite d'être explicité pour nos auditrices et nos auditeurs. Mais comme tu viens de le dire, en fait, souvent, on a un peu deux idées s'affrontent par rapport au fait de commettre, de se tromper, on va dire. Soit on le voit comme une erreur, soit on le voit comme une faute. Alors, si on le voit comme une faute, ben forcément, le mot a quelque chose, une connotation négative, et donc on va être dans un certain évitement. Voilà. Oui. On va essayer d'éviter que l'élève se trompe, oui. Parce qu'on a peur que le fait de se tromper ait un impact négatif, par exemple, sur sa motivation, oui. À apprendre. Et donc on crée des parcours et des cheminements où on passe par tellement de petites étapes que l'on associe l'une à l'autre. On a un parcours vraiment très découpé où on essaye que l'élève ne rencontre pratiquement jamais l'erreur. Ou alors on est dans une vue où la faute doit être quelque chose de grave, qui montre l'incompréhension, l'incompétence, la capacité. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de faute ou un exemple d'erreur pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent? Ici, justement, il n'y a pas d'exemple de faute ou d'erreur. On peut voir un même fait selon les lunettes de la faute. C'est une question d'angle de vue. Voilà, selon les lunettes de l'erreur. Si on le voit selon les lunettes de l'erreur, alors là, on trouve que c'est quelque chose de positif et de constructif pour les apprentissages, puisqu'on est plus dans la posture qui rejoint le constructivisme, où l'erreur n'est qu'en fait une étape dans l'apprentissage, et quelque part même, l'élève doit passer par cette étape pour justement reconstruire sur base de ses erreurs. Et donc là, on est un même fait, peut-être interprété de façon pédagogique, suivant le courant dans lequel on se situe, de façon différente. Et dans le courant du constructivisme qui nous occupe ici, on est plutôt dans l'erreur qui favorise les apprentissages, qui permet de reconstruire. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres caractéristiques à côté de celles que tu as commencé à citer? On peut en donner d'autres, mais en tout cas ici on a résumé les caractéristiques essentielles, où on parle vraiment de reconstruction de savoir, de réorganisation mentale, pour laquelle, comme l'a souligné Caroline, l'erreur est ici un levier pédagogique. D'accord. Donc l'erreur est à comprendre en fait ici entre les représentations des élèves
qui peuvent être une erreur par rapport à ce savoir qui est travaillé par l'enseignant, et ce que véhicule justement l'enseignant sur ce savoir en particulier. Est-ce qu'il y a une concordance finalement entre les a priori de l'élève, qui découlent, comme on a dit tout à l'heure, des échanges, des médias, des informations qui lui sont transmises ou qui sont véhiculées par les médias, et ce qui est effectivement véhiculé sur le savoir de référence par le professeur. Très bien. Et alors, on est en plein dedans d'ailleurs, y a-t-il d'autres avantages sur les apprentissages dans cette méthode d'apprentissage? Alors oui, l'avantage, comme l'a souligné Caroline avec l'erreur, c'est justement si elle est acceptée, qu'elle est primordiale, qu'elle est considérée comme un levier pédagogique, elle peut déjà diminuer le caractère anxiogène qui est lié à l'apprentissage, comparativement à la faute, qui doit être évitée, qui est sanctionnée, qui doit être abolie. Donc on n'est déjà pas dans un contexte qui est celui qui fait partie de l'idéologie dominante de notre société, de la compétition, où on travaille qu'en fonction des autres, parce qu'il y a des normes sociales. Ici, on travaille pour soi-même, pour essayer de se construire avec le psychopédagogue. Enfin, avec le professeur. Avec le professeur. Pas le psychopédagogue. Tout à fait, tout à fait. L'école, pour ça, se distingue du lieu de production, de la société de production, où interviennent des valeurs de compétition, de rendement ou autre. Donc c'est vraiment un projet humaniste, on peut dire. Tout à fait, on pourrait vraiment l'associer à un projet humaniste. Et d'autres impacts positifs sur les apprentissages, dans le cadre du constructivisme, c'est qu'on apporte une certaine signifiance, du sens aux apprentissages. Autrement dit, de la valeur, de l'utilité, parce qu'on part justement des expériences passées de l'élève. On construit sur base de ce qui se représente, de ses idées, de ses a priori, et de ce fait-là, on a cette notion d'utilité qui est beaucoup plus vite mise en exergue du point de vue de l'apprenant. Alors, on peut aussi parler de durabilité de ce qu'ils apprennent. Parce que ce va-et-vient constant entre questionnement, démarche d'essai, d'erreur, de reconstruction, va justement avoir un impact sur la durabilité des apprentissages. Donc au fond, on est un petit peu comme en écologie, dans le cadre d'un développement durable, ici lié à l'individu, là, concernant, je dirais, la biosphère, mais donc c'est un peu une même démarche, c'est de travailler sur le long terme, et de ne pas travailler, mais comme hélas on le fait dans notre monde contemporain en économie, où on travaille sur le très court terme, ou le moyen terme. Donc ici, c'est vraiment c'est toute la vie, l'existence de l'enfant, de l'adolescent qui est engagé par cette méthode d'apprentissage. Voilà, donc ces notions de durabilité et de signifiance sont liées justement à une progression réelle de la compréhension des concepts, des savoirs, des connaissances qui seront justement abordés et travaillés dans le cadre du cours. Alors maintenant, toujours Morgane, et puis je passerai à Caroline, parce qu'on s'est quand même réparti les tâches avant cet entretien. Pourrais-tu maintenant nous expliquer quelle est l'origine du constructivisme? C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler de courant de pensée, d'école de pensée? Comment définir le constructivisme en tant que tel? Est-ce que c'est donc une conception de l'apprentissage ou vraiment une théorie? Est-ce que c'est une vision, je dirais, du développement d'individus, ou bien ça s'inscrit vraiment dans un appareil théorique? Alors selon les chercheurs, les points de vue vont différer. Néanmoins, on présente davantage sur le plan d'une théorie de l'apprentissage, une conception de l'apprentissage, à partir de laquelle vont découler des méthodes d'enseignement. Oui. D'accord. Donc, justement, ici, cette conception d'apprentissage, elle a été notamment fortement développée dans le cadre des travaux de Piaget. Oui, donc le grand pédagogue suisse. Suisse, tout à fait. Psychologue, pédagogue suisse, justement, qui a prôné tout à fait cette conception d'apprentissage et les méthodes d'enseignement qui en découlent. Et je pense également aussi à Lev Vygotsky, qui est un disciple de Piaget. Et qui est d'origine slave, j'imagine, avec un nom pareil. Voilà, qui est d'origine russe, tout comme moi. Voilà, et pour lequel on parlera plutôt davantage de socio-constructivisme. C'est ça. Donc c'est une étape, on passe à une autre étape qui affine
dans un cadre particulier qu'il va développer. Voilà, c'est ça. Donc, Vygotsky se base justement sur les travaux de Piaget, qui est, oui, on peut le dire, le fondateur justement du constructivisme, et va plutôt mettre en évidence l'importance des relations sociales dans ce développement cognitif, donc c'est-à-dire dans cette reconstruction et cette construction des savoirs, plus que sur le développement autonome de l'intelligence. D'accord. Parce que Piaget, lorsqu'il parle de reconstruction des savoirs, va plutôt parler de situation-problème. On va justement, pour opérer cette reconstruction des savoirs, proposer des tâches-problèmes à l'étudiant, à l'élève. Alors que Vygotsky parle également de développement cognitif, de reconstruction des savoirs, mais ici il se fait à l'aide des interactions avec des condisciples, des pairs, le professeur, ou en tout cas justement des relations sociales, plus que par rapport à des situations. Mais partant toujours d'une situation de problème, sauf qu'elle se fait en groupe et non pas de manière, comme tu disais, autarcique. Tout à fait. Oui. Et c'est en ce sens qu'on propose ici le titre Socio-constructivisme pédagogie avec le mot socio entre parenthèses. Oui. Parce que le socio-constructivisme se distingue du constructivisme, mais sont malgré tout profondément liés. D'accord. Alors pourquoi mettre quand même les parenthèses? Parce qu'au fond, on aurait pu imaginer qu'il n'y ait pas de parenthèses, tout en restant dans la logique de cette généalogie qui passe de Piaget à Vygotsky. Mais je pense... C'est par honnêteté intellectuelle. C'est par honnêteté intellectuelle et que c'est lié aussi aux concepts qui ont été développés par Vygotsky. Oui. Je pense notamment à la zone proximale de développement. C'est-à-dire? Alors la zone proximale de développement, c'est un concept qui consiste à mettre en évidence la différence entre la capacité de résoudre un problème seul, oui, ou sous la guidance d'un professeur, d'un adulte ou d'un père plus avancé. C'est ça. D'accord? C'est voir par rapport à son développement cognitif justement actuel, jusqu'où on peut aller. Donc on parle de développement cognitif potentiel. Mais le jusqu'où peut-on aller, ici est lié à la notion de guidance. L'idée d'être guidé, comme je l'ai dit, par un adulte ou un père. Oui, oui. Et donc c'est vraiment la notion, la connotation sociale qui intervient vraiment ici très fortement, et c'est pour ça qu'on a rajouté ce terme socio-constructivisme. Le socio vient vraiment montrer qu'on ne peut pas laisser les relations sociales sur le côté. Ici, elles ont une place primordiale, elles sont prépondérantes dans la vision d'apprentissage et au-delà du développement cognitif et de la construction des savoirs. Alors, est-ce que tu pourrais dire maintenant quelle place a occupé le socio-constructivisme dans ta perception en tant qu'étudiante de l'apprentissage d'une manière générale, de la pédagogie? Quelle place il a occupé ce socio-constructivisme? Et tu pourrais peut-être donner des exemples, cas échéants, ou bien Caroline, parce qu'au fond elle était ton professeur, et donc vous pouvez vraiment ici interagir, puisque vous allez peut-être permettre de construire un puzzle avec des pièces qui vous appartiennent à l'une et à l'autre, parce qu'au fond, il y a un projet chez l'enseignant et il y a la manière dont l'étudiante reçoit les choses. Mais je voudrais d'abord avoir ton point de vue en tant qu'étudiante. Alors en tant qu'étudiante, comme tu l'as évoqué, je suis l'ancienne étudiante de Caroline François dans le cadre du cours de psychopédagogie de manière générale, et j'ai justement, à travers mon expérience, pu vivre ces fondements qu'on vient d'expliquer de manière théorique, ces caractéristiques associées au constructivisme, au socio-constructivisme. J'ai pu réellement les vivre grâce aux cours et aux démarches mises en œuvre par Caroline, et de ce fait y adhérer pleinement. C'est pour cette raison que je mets en évidence mon adhésion par rapport à cette conception. Et alors, est-ce que tu pourrais expliquer cela? Parce que tu as adhéré, d'accord, mais pourquoi tu as adhéré au socio-constructivisme plutôt qu'à autre chose? Parce que j'imagine que tu lisais beaucoup parallèlement sur d'autres théories pédagogiques, d'autres professeurs de psychopédagogie t'ont peut-être enseigné d'autres manières de voir, et pourquoi le socio-constructivisme? C'est le pourquoi qui m'intéresse. C'est justement parce que, au-delà de la théorie, de tout ce qu'on vient d'expliquer, j'ai pu réellement vivre cet aspect pratique dans le cadre des cours de Caroline, à travers des comparaisons,
des échanges, des développements. On a développé des capacités de communication grâce à ce qu'elle a pu mettre en place, justement, et c'est en ce sens que j'y ai adhéré. Alors je vais laisser peut-être Caroline expliquer justement ce qu'elle faisait. Ce qu'elle fait exactement. Ce qu'elle fait toujours d'ailleurs. L'aspect pratique, j'ai peu Quoique peut-être, Caroline, ta pratique a peut-être évolué depuis le moment où Morgane est sortie, justement, vu les réactions des étudiants, suite à des lectures nouvelles, enfin je veux dire, une pratique pédagogique évolue, voilà, parce qu'intellectuellement aussi, on se pose d'autres questions, voilà, il y a d'autres éléments, il y a quand même un moment qui s'est passé, tu es très jeune, mais enfin il se fait que ce n'était pas hier non plus. Voilà, et donc c'est peut-être intéressant de voir un petit peu comment tu enseignais à ce moment-là et comment tu l'enseignes aujourd'hui. Est-ce que tu crois qu'il y a une évolution fondamentale ou en gros finalement tu estimais que l'essentiel de cette théorie était valable et que donc dans la pratique, dans tes cours, finalement ça fonctionnait bien et ça donnait des résultats, même si tu les as affinés évidemment parce qu'on évolue par définition. Alors, c'est vrai que de toute façon, en sciences de l'éducation, il se passe tellement de choses, tout bouge tellement vite. Depuis que j'enseigne à Morgane, il y a la révolution des neurosciences, etc., qui est arrivée aussi. Donc, bien sûr qu'en plus, en tant que chercheur en haute école, etc., on se doit d'être à la pointe. Donc, bien sûr qu'il pourra évoluer, qu'il y a des compléments, il y a d'autres façons de faire, etc., qui émergent. Et puis, une année n'est pas l'autre. Le profil des étudiants change aussi. Et en disant, je trouve, personnel, je crois qu'on est plusieurs à penser que depuis une dizaine d'années, le monde s'accélère et on le sent très des bien. changements. Avec le profil des étudiants qui change aussi et de façon très accélérée. Donc tout ça fait que c'est vrai. Entre autres sous l'influence des nouvelles technologies. Voilà, tout à fait. Et donc une année n'est pas l'autre et on essaie toujours, on se doit toujours d'évoluer avec son public. Mais c'est vrai que le constructivisme et le socioconstructivisme sont tellement aussi une révolution en soi. Quand Piaget est arrivé avec sa théorie, etc., c'était vraiment... Tu peux situer un peu dans le temps pour que nos auditrices, nos auditeurs, c'est dans les années 50, voilà, on est dans les années 50, 60, et puis voilà. Et donc, c'est vraiment... avec Piaget qui a enfin un peu ouvert cette boîte noire qui était la tête de l'élève en essayant de savoir et de comprendre ce qui se passait dans cette tête, etc. Donc, pas seulement les entrants et les sortants, mais un petit peu entre ce qui entrait et ce qui sortait, comment est-ce que le savoir était traité, comment est-ce que l'élève traitait ce savoir, etc. Donc, c'est vraiment une révolution en soi et je crois qu'on ne peut pas, à l'école normale où on forme de futurs enseignants, on ne peut pas se permettre de ne pas faire vivre cette démarche aux élèves, même si parfois on va un peu plus à nos étudiants. Et donc, alors c'est vrai qu'il y a des étudiants comme Morgane qui sont particulièrement réceptifs à ce genre de démarche. Pourquoi on ne sait pas, pourquoi certains adhèrent vraiment et d'autres moins. En tout cas, avec Morgane, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment senti un plaisir, une recherche et puis un impact super important sur sa motivation. Moi, je me souviens de Morgane comme une élève toujours enthousiaste, motivée, partie prenante et surtout osant le risque. Donc, étant vraiment dans ce concept de l'erreur, de l'essai-erreur, ce que peu d'étudiants osent faire parfois, cette prise de risque, ce déséquilibre que l'erreur amène et qui est pas facile à vivre de façon interne parce qu'on a comme ça une structure qui fonctionnait bien, qui du coup, par rapport à un problème, par rapport à une situation, par rapport à une interaction avec des pairs, ne fonctionne plus, en tout cas ne permet plus de trouver de réponse adéquate. Et là, les étudiants passent par une phase de déséquilibre qui n'est pas toujours agréable. Et si on n'a pas une grande motivation, on est plutôt dans l'évitement de ce déséquilibre. Et forcément, alors, ça a un impact sur les avantages, parce que du coup, on perd un peu tout le développement potentiel. Je voudrais poser à ce stade-ci, et puis tu poursuivras ce que tu veux dire. Il y a deux questions que je voudrais te poser. La première, c'est quelle place occupe, au fond, le socio-constructivisme par rapport à ce qu'on appelle
les pédagogies nouvelles qui existent depuis plus d'un siècle, puisque tu sais que j'ai enseigné à l'école de Crolly, mais enfin à côté de Crolly, il y a eu des gens comme Freinet et d'autres. Alors au fond, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, on peut dire que c'est dans la ligne, ou vraiment c'est une autre manière vraiment de voir les choses? Ça c'est la première question. Je te pose la question, c'est une question profane, hein, puisque je ne suis pas psychopédagogue. Et alors la deuxième question que je voudrais te poser, c'est comment fonctionne-t-on justement de manière, j'imagine qu'on fonctionne de manière relativement différente, puisque l'âge des enfants n'est pas le même par définition, entre un élève qui se trouve, je ne sais pas moi, à la fin de l'école primaire, et alors un adolescent qui est en cours de construction entre ses 12 ans et ses 14-15 ans. Je veux dire, comment vous faites, puisqu'au fond, dans cet établissement-ci, on forme de futurs instituteurs et institutrices, on forme des professeurs d'enseignement secondaire qui enseigneront à des élèves jusqu'à 14-15 ans, disons. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Donc, il y a deux questions. Hein. Ouais. Donc, la première, tu as bien retenu, ouais. Voilà, et la seconde, ça porte sur la manière différenciée d'enseigner à partir de cette théorie socio-constructiviste à des enfants qui sont à l'école primaire, et puis alors à des adultes en formation, ce qu'on appelle des adolescents. Ouais. Donc pour ta première question, le lien avec les pédagogies actives. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a des liens, parce que d'abord historiquement, on est plus ou moins à la même époque, hein, donc forcément, même si les pédagogies actives sont arrivées un peu après. Mais enfin, de Crolly et Piaget et Freinet, ça c'est bien avant, c'est la première moitié du siècle. Hein. Et donc, on est. Ce qui parfois on confond un petit peu les deux, ou on fait un amalgame entre les deux, parce qu'un mot revient tout le temps dans les deux cas, c'est le mot action. Oui, l'élève doit être en action. D'accord ? Et c'est vrai que l'action de l'élève au cœur de l'apprentissage, c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans le constructivisme et dans la pédagogie active. Mais le constructivisme, c'est vraiment un courant pédagogique pensé en fonction du développement de l'élève, hein, puisque voilà, Piaget était psychologue, donc lui s'est vraiment intéressé au développement cognitif de l'élève, à comment l'élève apprenait. Il a défini plusieurs phases, comme ça, les unes après les autres, donc il a vraiment toute une théorie développementale en découle. Tandis que, bien sûr, les pédagogies actives ont été influencées par le constructivisme piagétien, mais par plein d'autres courants aussi, le sensualisme, le romantisme, etc. Et il est aussi le résultat de toute une série d'individus qui se sont mis ensemble pour réfléchir à l'apprentissage et l'école, surtout. On a Montessori, on a Freinet, on a de Crolly, etc. Et qui ont vraiment, qui en fait une pédagogie qui n'est pas unique comme la pédagogie de Piaget, vous voyez, qui, enfin, tu vois, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on est plus là par rapport à on prend des choses que l'on met ensemble et surtout des choses qui fonctionnent. Alors, on part vraiment. Tous ces gens-là étaient, on sait bien Freinet instituteur, que de Crolly a ouvert l'école de l'Ermitage, etc. Et donc, on partait vraiment, en tout cas, tout ce qui pouvait fonctionner, qu'on voyait fonctionner avec les élèves, là maintenant, était pris et on avait comme ça un petit peu, vous voyez, un puzzle qu'on essayait de mettre ensemble. Tandis que la théorie piagétienne, là, est vraiment... il n'y a pas ce bricolage comme ça. Elle est vraiment fort, Morgane, linéaire et il y a vraiment des fondamentaux sur lesquels, comme ça, on s'appuie et sur lesquels on revient, etc. Et puis avec Vygotsky qui a développé encore un petit peu plus ça, qui a complété, et en même temps c'est pas complété parce que c'est pas vraiment la même chose non plus, hein. Le constructivisme et le socio-constructivisme, les leviers d'apprentissage sont quand même différents. Et donc, voilà. Mais c'est vrai que dans le langage courant, souvent, on met les pédagogies actives et le constructivisme comme ça, on fait un gros paquet avec tout, alors que c'est pas vraiment la même chose. Mais là, il y a quand même plus de liens que de différences quand on voit par rapport à l'enseignement dit classique, traditionnel. C'est ça que je veux dire. Parce que bon, moi je n'ai pratiqué
personnellement que l'enseignement de Grolien, mais c'est vrai que là aussi, même si ça ne fait pas référence à tout ce que vous avez expliqué ici, l'élève est mis en situation de construire son savoir, mais en groupe. Il y a quand même ce côté social. C'est la classe qui travaille, ce n'est pas l'élève qui travaille tout seul. Oui. On est dans un groupe, en début d'année, il y a des thématiques, hein, il y en a 4 classiques, l'alimentation, défense, protection et travail, et puis en début d'année, ce sont les élèves qui construisent le plan de travail que l'on va suivre pendant toute l'année, et c'est eux qui arrivent avec des éléments. Et alors, puisque je l'ai pratiqué, donc je sais bien de quoi il s'agit, le professeur écrit des tas de choses au tableau, tout ce qui fuse comme idée, et à partir de là, les élèves vont construire un plan, mais c'est un plan vraiment collectif. Hein, c'est pas... Donc on est dans le socio, on est dans le socio, et on est dans l'idée de construction, parce que le professeur, lui, et on sait bien le problème pour les professeurs d'école de Grolly, c'est qu'ils ne peuvent pas préparer le cours à l'avance, il n'est jamais fait à l'avance, donc ça demande un travail fou chaque année, parce qu'on va réinventer avec les élèves, voilà, autre chose, quoi, à partir de représentation et tout. C'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même une parenté, et même, je dirais, même chez Freinet, quand même, quand les élèves, le projet de Freinet est très clairement un projet libertaire et communiste, enfin communiste, évidemment, du Parti communiste, mais enfin, l'affaire d'esprit, c'est libertaire. Là, l'idée de construction dans l'école, voilà, on se répartit les tâches, dans les enseignements, l'école, voilà, on construit aussi des projets. Oui, mais là où la pédagogie active et le constructivisme se sont rencontrés, c'est sûr, comme je l'ai dit, cette activité d'élève, mais aussi cette recherche de sens. C'est ça. Que ça fasse sens chez l'élève. Voilà. Ce dont on parle, la notion de groupe quand même. Hein. Et donc, il n'y a pas d'autonomie plus. Enfin, parce que tout à l'heure, tu faisais la distinction d'une part entre Piaget, où l'élève est en situation d'apprentissage un peu autonome, c'est le mot autonome que tu as utilisé, et alors quand tu as fait référence à Vygotsky, là tu as dit, mais c'est lui qui ajoute la première partie de cette théorie qui est le socio-constructivisme. C'est pour ça que je faisais... Mais c'est vrai que, bon, moi je ne connais pas, pour l'avoir vécu, le socio-constructivisme, sinon de manière théorique, tandis que l'autre, je le connais en pratique. Ouais, voilà, en pratique. Je te laisse poursuivre, hein, parce que tu avais des tas de choses intéressantes à dire. Quand tu parlais, je souhaitais que tu parles un petit peu de tes expériences de pratique professionnelle. Ouais. Et donc, je crois que voilà, avec des étudiants comme Morgane, je disais, qui ont un profil qui sont un peu, qui est un peu, on ose la prise de risque, etc. Ben voilà, le socioconstructivisme, c'est quelque chose qui est vraiment renforçant et qui porte vraiment les élèves et qui en plus permet de développer plein de compétences et de savoirs auxquels on n'avait pas pensé même au départ, auxquels l'enseignant n'avait pas pensé. Donc on a vraiment le développement de compétences même extra-curriculum, etc., qui est là et qui est fort porteuse et qui en font des enseignants finalement qui sont plus à même, quelque part, de mettre en place ces démarches chez l'élève parce qu'eux-mêmes l'ont vécu. Voilà, eux-mêmes l'ont vécu. Donc, je pense que voilà, le socio-constructivisme, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir vécu dans sa formation et en avoir vécu et ressenti soi-même les avantages au-delà du déséquilibre et de l'inconfort qui va avec. En avoir expérimenté aussi quelque part sa rentabilité. Alors c'est vrai qu'aussi, voilà, tu disais ce que je continue à faire. Alors c'est vrai qu'à ça, j'ai ajouté encore pour renforcer ce socio-constructivisme, etc., la pédagogie par compétence, etc. La pédagogie par compétence, mais surtout aussi la pédagogie de la coopération. Pour renforcer cet effet de groupe, être sûr que dans le groupe, tout le monde apprend, etc. Donc j'ai affiné un peu mes process. À ce propos-là, je voudrais te demander, puisque chaque année tu as d'excellentes initiatives et tu pars à l'étranger, à l'autre bout du monde, avec un certain nombre d'étudiants qui sont demandeurs, tu pars pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, dans des pays, ici, c'est le Cambodge, non, le Madagascar, enfin tu as fait des tas d'autres pays, et est-ce que pendant ce court séjour, les étudiants ont l'occasion de mettre en œuvre ce socio-constructivisme? Ou bien c'est pas possible parce que
ils arrivent au milieu d'une année, qu'il y a eu des pratiques qui ne permettent pas, par les enseignants qui donnent cours habituellement, d'entrer dans un cycle et qui doivent, voilà, ils doivent s'adapter, parce que par définition, ce sont les maîtres de stage, comme on les appelle, qui doivent, comment dirais-je, qui sont les capitaines du navire, hein, il n'y a rien à faire. Comment ça se passe? Alors, par rapport au socioconstructivisme, qu'on soit en stage en Belgique ou oui, c'est vrai que c'est la même chose. Voilà, les maîtres de stage. Les pratiques sont peut-être très différentes de celles qu'on imagine. En tout cas, pour Madagascar, ici, voilà, la formation des enseignants, pour être enseignant, il faut le bac. C'est ça. Voilà. Il n'y a pas de formation professionnalisante. Ah non. Non. Il suffit d'avoir le bac. Il suffit d'avoir le bac. Je pense que... Ils n'ont pas d'institut pédagogique. Maintenant, ça va. Donc le manque criant d'enseignants fait, je pense, voilà, que bon, finalement... alors, c'est plus des instructeurs que des... Alors voilà. On est dans l'instruction, on est plus dans l'apprentissage. On est très loin. Il semble. Enfin, je n'en sais rien, On est très loin du coup du praticien réflexif, etc. Qu'on essaie qui est le profil qu'on essaie de développer ici, où justement, dans le cadre de ce praticien réflexif, avoir plusieurs courants pédagogiques, en connaître les avantages et les limites, de savoir quel outil j'utilise à quel moment, avec quel élève, dans quel contexte. Mais là, c'est plus du tout ça. Et puis, il y a un nombre d'élèves, ils sont face à un nombre d'élèves des classes de 50. Voilà, ce sont des classes de 50. Parfois même, j'ai déjà rencontré des classes de 100 dans le secondaire. Hein. Donc, évidemment... Avec des locaux qui ne sont pas du tout... Avec des locaux, un matériel, etc. Donc, je pense que l'enseignant, il fait ce qu'il peut. Et je crois que tout le monde fait ce qu'il peut. Donc, et alors, justement, tes étudiants, enfin vos étudiants, lorsqu'ils arrivent dans des situations comme ça, est-ce qu'ils ne sont pas en complet déphasage? Enfin, ça peut être très intéressant du point de vue de la formation, mais en même temps, voilà, ils se disent que voilà, on a appris plein de choses passionnantes, et puis voilà, de toute façon, il n'y a pas moyen d'appliquer quoi que ce soit de ce qu'on a appris, parce qu'on est sur une autre planète. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont en dernière année, hein, quand ils partent, donc ils ont quand même commencé à bien intégrer les choses, quoi. Ils ont une certaine expérience de stage, où on leur a demandé aussi de pratiquer le socioconstructivisme, en tout cas d'essayer de le mettre en place. Et donc c'est vrai que parfois quand ils se retrouvent face à un contexte où finalement l'ex-cathédrale et l'enseignement magistral c'est un peu stérile, ils se disent ça les remet vraiment en question, c'est vrai. Et alors c'est là où ils se rendent compte de la progression et finalement du fait que voilà, ils ne voient plus le métier en tout cas de la même façon qu'initialement. Alors non, c'est pas une frustration. Clairement, ça crée. Et puis ça leur permet de prendre conscience à quel point finalement ils ont fait un parcours pédagogique qu'au départ. C'est ça l'objectif. Alors pas toujours, parce que il faut pas croire, on a aussi des enseignants là-bas qui pratiquent quelque part le constructivisme, le socioconstructivisme, voilà, de façon intuitive, parce que parfois ils sentent bien que c'est ça dont leurs élèves ont besoin, etc. Ils le pratiquent différemment, etc. Mais parfois on a vraiment on sent vraiment que certains enseignants ont vraiment des intuitions pédagogiques comme ça. Mais comment y a-t-il moyen de travailler quand il y a 50 élèves? Donc, quelle que soit la méthode, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a 50 élèves? Ah bon, c'est tout l'enjeu, par exemple, des pédagogies universitaires, où comment mettre en place quand même certaines pratiques pédagogiques autres que l'enseignement magistral face à un auditoire. Donc on réfléchit à oui, sauf que là, on se trouve devant les adultes, donc c'est moins grave, tandis qu'on n'est plus vraiment en formation comme un élève qui est à l'école primaire ou quelqu'un qui a 12, 13, 14 ans. Là, ils sont en pleine... Enfin, il me semble que ça me semble beaucoup plus important que ce qui va se passer après 18 ans. Oui, je ne dis pas que ce qu'on ne peut pas faire de pédagogie d'enseignement supérieur, je ne dis pas ça du tout. Il faut en faire. Mais il y a des moments de la vie où là, tout se définit, tout se détermine pour l'avenir. Mais face à l'adolescence, c'est qu'il y a une reconstruction identitaire. Et reconstruction, dans le courant du constructivisme, on en a déjà beaucoup parlé. Donc c'est vrai que quand on voit l'état psychologique dans lequel est l'adolescent, cette soif qu'il a... Quand ils sont à 50. Voilà. Quand on a 50 élèves de 13-14 ans. Et bien, est-ce que, hélas, je dis bien hélas, est-ce qu'un des soucis premiers
de l'enseignant, c'est pas que, voilà, que ce soit pas le bazar général. Non, mais enfin, quelque part, ça ne va pas être évident quand même, parce que les faire travailler en groupe et des choses comme ça, c'est quand même très difficile. J'imagine qu'ils le font, mais à 50, enfin, j'essaie d'imaginer la situation. Ça n'est jamais arrivé. Hein, c'est déjà lié, c'est comme ça, comme Caroline le disait, dans la pédagogie des grands groupes. Oui. C'est ce qu'on voit notamment à l'université, et on voit comment justement ajuster des pratiques liées au socio-constructivisme, au constructivisme, d'une petite classe à une grande classe. Oui. Alors, ce qu'on met notamment en évidence, mais pas que, ici, voilà, c'est exhaustif, mais en tout cas, c'est l'apport des technologies à ce niveau-là. Ah, d'accord, oui, mais c'est un moyen dans ces pays-là d'avoir des technologies. Dans les pays en développement, c'est encore. C'est déjà bien s'il y a un tableau intégré. Alors, pour avoir un rétroprojecteur, peut-être, parce que ça c'est encore un vieux machin, et même, d'après moi, ils n'ont pas les sous, mais alors là, avoir un tableau blanc interactif, des choses comme ça. C'est tout à fait différent. Le contexte est tellement différent. Voilà, dans ce cas de figure, les technologies. Des ordinateurs, ça n'apparaissent pas comme étant une solution. Non. Néanmoins, quand on vient au travail de groupe, par exemple, quand on a un très grand groupe qu'on veut constituer en sous-groupe pour travailler, le travail coopératif ou de collaboration, pour qu'il soit fructueux, on doit tenir compte de certaines variables qui sont vraiment essentielles pour que l'apprentissage en collaboration soit fructueuse. Je pense notamment à l'interdépendance positive entre les membres d'un groupe. Justement, on amène, et ça c'est par l'enseignant et ses pratiques, donc que ce soit ses pratiques évaluatives ou d'enseignement dans le cadre du cours, qui va justement induire la nécessité que chaque élève d'un groupe, qui constitue un groupe, travaille sur la tâche. C'est ça. D'accord? Puisque, en fait, ils ne seront pas questionnés sur une partie du travail qui leur est propre, mais bien sur l'ensemble du travail qui leur est donné. Sinon, on est dans le système industriel. C'est Charlie Chaplin dans l'état moderne. Oui, voilà. Et de ce fait-là, chacun comprend qu'il a un rôle particulier du début de la démarche jusqu'à la fin, et non pas sur une seule partie de celle-ci. Donc on a quand même des concepts et des notions, des variables, on peut qualifier ça de la sorte, qui font qu'on pourra mettre ou non en place un travail de coopération fructueux ou justement des concepts qui interviendront davantage dans des classes où on a un nombre réduit d'étudiants et d'autres qui seront beaucoup plus avantageuses, qui auront un impact beaucoup plus positif pour des grands groupes. Donc, on a vraiment déjà ici des visions qui sont propres à la pédagogie des petits groupes et la pédagogie des grands groupes. Et c'est en ça que la formation est très importante. Et que j'ai pu voir, par exemple, l'évolution entre mon parcours en haute école, qui se veut plus familier, en tout cas l'échange entre les professeurs, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus, la barrière est moins réduite, bien qu'on soit dans un parcours professionnalisant. Et l'université, où on est axé, comme tu l'as dit Jean-Michel, plutôt sur une pédagogie qui se veut davantage transmissive, mais pas exclusivement. Et c'est ça qui est important, je pense, avec le socio-constructivisme et le constructivisme, c'est que tout à l'heure, on a mis en évidence, avec ce qu'a dit Caroline, justement les liens de parenté entre les pédagogies actives et le constructivisme à travers la notion d'activité d'élève, de signifiance, de sens. Mais on peut aussi dire que la notion d'explicitation, par exemple, intervient tant dans le constructivisme et le socio-constructivisme que dans les pédagogies plus transmissives, où je pense à l'enseignement explicite. Et c'est ça qui est important, c'est que à l'école, on montre toujours une vision très opposée, très radicale entre des courants pédagogiques pour faciliter la compréhension. Mais au-delà de cette opposition, on a quand même une convergence entre certaines notions, certains buts et certains moyens. Et c'est en ça que ça devient plus difficile et que cette formation continue, la nécessité de se former continuellement, au vu des avancées qu'on a mentionnées tout à l'heure, est très importante. Donc, attention à nous à nuancer justement nos propos et ne pas faire une priorité d'un courant pédagogique. Chaque courant a ses dérives et ses avantages, et comme l'a dit tout à l'heure Caro, c'est en fonction du contexte, du public cible, de notre intention d'apprentissage, que l'on va justement décider de mettre en évidence tel courant, tel type de pédagogie, telle méthode d'enseignement-apprentissage. Très intéressant, mais justement, ça m'amène à la dernière question, avant la conclusion. D'ailleurs, la conclusion peut être incluse dans la réponse à cette question. C'est que j'ai introduit
cet entretien avec peut-être une caricature en disant que pour un certain nombre de collègues, le socio-constructivisme apparaît un petit peu comme la religion du département pédagogique ici de la Haute École Bruxelles-Brabant à Nivelles. D'après ce que tu viens de dire, tu dis qu'il est très important que l'on fasse, que l'on donne un éventail, je dirais, alors j'allais dire, de ce qui existe sur le marché, excusez-moi l'expression, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, de ce qui existe, là, voilà. Est-ce que les autres, parce qu'il y a beaucoup, par définition, de psychopédagogues qui enseignent dans cet institut pédagogique, est-ce que la plupart de vos collègues vont, dans cette matière-là, vont dans le même sens, ou est-ce que les étudiants ont vraiment la possibilité, comment dirais-je, d'entendre des professeurs qui vont peut-être dans un sens tout à fait différent, ou s'agit-il vraiment d'une sorte d'unanimisme quant au profit que l'on peut retirer du socio-constructivisme? Est-ce qu'il y a quand même plus que des nuances qui peuvent intervenir chez d'autres enseignants? Puisque ici, il y a au moins une dizaine de psychopédagogues, au moins une bonne dizaine. Alors, est-ce que, en gros, il y a quand même, je dirais, un fleuve qui va dans ce sens-là, où il y a, malgré tout, je dirais, des pistes différentes qui ne sont pas seulement évoquées, mais qui sont pratiquées par certains de vos collègues. Donc est-ce que c'est un petit peu la suite de ce que tu viens de dire, et alors peut-être évoquer le problème des limites, justement, du socio-constructivisme en pédagogie. Laquelle de vous deux souhaite répondre? J'aimerais bien que toutes les deux, au fond, répondent. Oui, parce que finalement, toutes les deux, puisque vous appartenez, non pas de générations différentes, parce que votre différence d'âge n'est pas si important que ça, mais je veux dire quand même, voilà, tu as une pratique qui est nettement plus longue, je parle de la pratique, et toi, ben voilà, tu as été étudiante ici, et puis voilà, tu t'es intégré beaucoup plus récemment. Voilà, comment vous vivez les choses lorsqu'il y a des réunions, si l'on parle de ça, entre psychopédagogues? Y a-t-il des discussions entre collègues par rapport à l'usage, la validité, la valeur du socio-constructivisme? Comment ça se passe? Mais il y a quand même, oui, un certain consensus à propos du socio-constructivisme et du constructivisme, parce que, en fait, nos étudiants arrivent chacun avec une représentation de ce qu'est être enseignant qui est très variable. Il y en a parfois pour qui c'est un projet de vie depuis très longtemps, etc. Et donc, ces représentations, comme on l'a dit, il faut les travailler, etc. Et c'est vrai que de mettre en œuvre la démarche socio-constructivisme pour travailler ces représentations par rapport au métier, essayer de faire une rupture avec ce métier pour essayer justement que leur ouvrir la possibilité qu'être enseignant, ce n'est peut-être pas ce qu'ils pensaient, mais c'est beaucoup d'autres choses. Et donc, cette démarche vient à un point, évidemment, on vient d'expliciter ce qu'était le constructivisme, je suppose. Mais chez l'ensemble des collègues, c'est oui, ça, la plupart chez l'ensemble des collègues, mais voilà, c'est cette rupture par rapport aux représentations, par rapport au métier, pour pouvoir reconstruire d'autres choses, et notamment une vision plus professionnalisante du métier. Le constructivisme vient bien à point, je vais dire. Mais, il y a un point, mais il y a, je veux dire, une unanimité. Oui, il y a une certaine unanimité autour de ça. Mais après, évidemment, quand cette rupture a eu lieu, quand l'élève commence à percevoir qu'on peut faire apprendre différemment de ce qu'on pensait au départ ou de ce qu'on a vécu, alors là, on ouvre les voies sur plein d'autres choses. Mais je pense qu'à un moment donné, l'élève a besoin de réponses, qu'il faut lui en donner. Et c'est vrai que... Quand tu dis l'élève, c'est toujours les étudiants. Oui, les étudiants, par contre, ont besoin de réponses qu'il faut leur en donner. Et je sais que le cours de psychologie des apprentissages de deuxième, le constructivisme et le cognitivisme sont vraiment deux courants qui sont vraiment développés. Donc c'est surtout dans ce cours-là, donc psychologie des apprentissages, oui, et puis alors, vous parlez de ça. Et vous donnez toutes les deux ce cours-là? Je l'ai donné la première année avec la section LMS, langue, littéraire, maths, sciences économiques, sciences humaines. Oui. Et c'est vrai que c'est dans le cadre de ce cours qu'on met vraiment en évidence le constructivisme et les notions, les
et aussi le cognitivisme, qui sont vraiment tous deux mis en exergue et travaillés de façon plus approfondie dans le cadre de ces cours. Et alors, mise en pratique dans le cadre des ateliers de formation professionnelle et dans les stages. Voilà. Mais après, quand on passe en bac 3 et qu'on vient au cours d'études critiques des grands courants pédagogiques, alors là, on ouvre l'éventail. Oui, je dis tout de suite pour nos auditeurs et auditrices français, bac 3, c'est ce qu'on appelle licence 3, L3 en France. Voilà. Oui. Et donc, on ouvre vraiment l'éventail des possibles. Et même, on a dit, études critiques des grands courants pédagogiques, là, on commence à mettre en évidence les limites, etc. Et on travaille plus en fonction des besoins des élèves que de choix pédagogiques que l'enseignant aurait fait au départ. Quoi. Ça va. Entendu. Et maintenant, il y a encore un autre domaine où le socioconstructivisme peut être appliqué par nos étudiants. Y a-t-il des étudiants qui systématiquement l'utilisent dans le cadre de la partie pratique, théorique et pratique de leur travail de fin d'études? Oui, je pense. L'ensemble des problématiques dans les travaux de fin d'études est tellement étendu que je ne dirais pas que le constructivisme et le socioconstructivisme interviennent. Et puis je crois que c'est déjà souvent un TFE. Est-ce que vous avez parfois, vous assistez parfois à des jurys, ou en tant que promotrice ou lectrice, à des présentations de travaux où là, il y a vraiment, vous vous sentez en tout cas que votre enseignement n'est pas tombé dans l'oreille de sourd ou de sourde, et que voilà, ils le pratiquent concrètement quand ils enseignent dans l'enseignement secondaire. Même avant la défense du travail de fin d'études qui se fait à la fin du cursus, on peut déjà observer la mise en pratique des fondements de cette conception d'apprentissage à travers leur stage. Lorsqu'ils mettent en place un travail de coopération, de collaboration, où ils essayent de favoriser justement les interactions entre pairs pour avoir ce phénomène de décentration de point de vue, qu'on appelle conflit socio-cognitif, on se rend compte que ce que je pensais par rapport à ce qui est dit est finalement différent de ce que mon camarade qui travaille avec moi imagine et pense. Donc on voit déjà cela à travers les pratiques de stage, dans le cadre de certains, dans le travail de fin d'études aussi. Mais c'est vrai que c'est surtout aussi dans le cadre du cours qu'on en parle en bloc 2. Et comme le dit Caroline, c'est vrai que comme on se centre sur le constructivisme et le cognitivisme en bloc 2, moi c'est ce que je constate avec ma petite expérience du moins ici, c'est que les étudiants de fait le voient comme vraiment le courant qu'il faut mettre en place. Qu'il faut absolument prôner, dont les fondements sont les meilleurs en termes d'apprentissage. Et c'est là qu'arrive ensuite en études critiques, et le cours d'études critiques des courants pédagogiques en 3e, puisqu'on ne peut pas tout voir si on parle de surcharge cognitive, arrive en 3e pour justement montrer que bien qu'il y ait des avantages par rapport à cette vision de l'apprentissage, on ne doit pas pour autant en faire l'apogée, et on ne doit pas non plus tomber dans le versant de se dire... L'apologie, je voulais dire. Oui, l'apologie, de ce courant, mais aussi se dire ne pas tomber dans le versant que tout apprentissage doit être basé sur une redécouverte active des principes où l'étudiant est presque laissé seul, non loin de là, où on a un interactionnisme absolu, on va dire comme ça, où l'enseignant est vraiment derrière. Pas du tout. Et c'est en cela que, justement, petit à petit, on leur montre vraiment qu'on a, au fur et à mesure des années, d'abord avec Freinet, comme tu l'as mentionné, De Crowley, les pédagogies actives, puis le constructivisme, tout est venu s'étoffer au fur et à mesure des avancées scientifiques qui ont un impact important sur le plan éducatif, forcément, et de montrer que chacune a des dérives et des inconvénients, et que c'est en fonction de notre public cible, donc de ce qu'ils vont voir en stage, les étudiants, la philosophie de travail développée dans l'école dans laquelle ils vont pratiquer leur stage ou autre, qui va faire qu'on va à un moment donné choisir de s'impliquer et d'être dans une démarche interne. Je vais dire ça comme ça. D'accord. Mais comme vous le savez, chers consoeurs, on entend des étudiants dans les couloirs, ce qui signifie qu'ils nous rappellent que dans 10 minutes, nous allons devoir assister aux proclamations. Vous allez accueillir de nouveaux collaborateurs. Ça, c'est aujourd'hui? Non, ça, c'est cet après-midi. Une fois qu'ils sont proclamés, ils deviennent de nouveaux collaborateurs. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Des enseignants. Ah oui, bien entendu, ce sont nos collègues, en fait. Ils sont nos collègues,
rappeler peut-être l'une de vous deux à l'usage de nos auditrices et nos auditeurs françaises et français, quel est le serment qu'ils doivent prononcer et qu'on ne prononce pas en phrase? Donc c'est le serment de Socrate. Est-ce que vous pouvez donner l'esprit de ce serment? L'esprit, sinon je peux le faire aussi, hein, enfin bon. L'esprit, je pense que c'est tout à fait lié au postulat d'éducabilité. Voilà. Oui. On peut le lier à d'autres, mais pour ma part, c'est, comme Caro est tout à fait d'accord, me rejoint aussi en ce sens, c'est vraiment lié au postulat d'éducabilité qui consiste à croire en tant qu'enseignant, ici notamment, en la progression et le développement du progrès de l'élève de manière générale, et ce, quel que soit l'élève, quelle que soit l'école dans laquelle il va justement se construire, il va évoluer. Et ne pas justement penser au fait que tout est inné, qu'on a des aptitudes intellectuelles, que rien ne bouge, qu'on n'a pas d'influence là-dessus. Ce serment de Socrate, il revient pour ma part aussi à nous dire qu'à notre niveau, au-delà du niveau macro, et plutôt au niveau micro et méso, qu'on peut justement intervenir et mettre notre pierre à l'édifice pour contribuer au développement de nos élèves et au-delà de la société. En tout cas, je comprends tout à fait, mais je n'en doutais pas, vos étudiantes et vos étudiants qui vous adorent, parce que je peux le dire ici devant la caméra, c'est pas pour vous jeter des fleurs par flatterie, vraiment, je crois qu'il y a unanimité parmi les étudiants pour dire que vos cours sont tout à fait passionnants. On a vu la passion que vous avez mis à expliquer ce socio-constructivisme en pédagogie, et vraiment je regrette d'être beaucoup trop vieux puisque je suis en fin de carrière pour ne plus suivre, ben rien ne m'empêche finalement. La formation est continue. Si j'ai des heures de fourche, de venir quand même à vos heures de cours. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je craignais un petit peu qu'il y ait un vocabulaire relativement abscon, hermétique, qui soit utilisé parce que les psychopédagogues ont la réputation de parler une autre langue véritablement pour laquelle un lexique est nécessaire. Or, ça n'a pas été du tout le cas. Donc, vous avez été de très bons pédagogues, si je puis dire, et je vous en remercie infiniment. Merci donc à toutes les deux, et nous allons rejoindre donc nos collègues et nos étudiants, qui sont nos futurs collègues également. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.